Salut les amis. Salut tout le monde. Salut les amis. Salut. Salut tout le monde. Ça va les gars, tout va bien? J'ai Tranquille. l'impression, j'ai l'impression. J'ai l'impression, il a dit. Ça va ou ça va pas, j'ai l'impression. Dernière vérification, quoi. Ouais. Sinon, ouais, a priori, tout va bien, tout va bien. Bon, bah, salut les gars, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne et bienvenue pour un nouvel épisode de hors-jeu. Le retour des émissions en remote spécial Champions League, voilà. Pendant 1 heure, on va essayer, je dis bien, on va essayer d'analyser ce qui s'est passé cette semaine, entre mardi et mercredi, avec, bah voilà, de très beaux matchs, hein, comme d'habitude, on a vu de belles choses, donc on va en parler, chacun va pouvoir donner son avis. Aujourd'hui, on a Pipion qui est là, comment ça va? Bah écoute, ça va super bien. Après ces matchs de Ligue des Champions, on va passer aux choses sérieuses ce soir. Hein. Ouais. Union Saint-Gilloise, Bayer Leverkusen, Lech Poznan, Fiorentina, Feyenoord AS Roma. Les vrais seront devant. C'est super programme de jeudi. Il a préparé son entrée, ça Il est fait grave. plaisir. Son entrée de hipster, non, il est bon. Il y a Kanto aussi qui est là, vous l'avez certainement reconnu, même si les conditions sont pas les mêmes, mais c'est bien lui. Ça va Kanto? Ouais, ça va. Écoute, tout va bien. On se régale devant le Masters de Monte-Carlo. Alors évidemment, il y a la Ligue des Champions pour voilà, profiter un tout petit peu de sport, mais bon, ça passe au On est second vrai. plan parce que voilà, en ce moment, on est en train de vivre des matchs de tennis qui sont incroyables. Donc je suis le plus heureux des hommes. Vous voyez, voilà, je suis illuminé directement. Le soleil vient vers moi. Tout va bien. Ouais. T'as la lumière, ça Je suis dans la se lumière. voit. Et bien sûr, vous l'avez aussi reconnu, votre hôte habituel, c'est Bruce Kranek, dit Prux Pranex. Comment ça va Prux? Écoute, ça va, on a souffert un peu hier soir, c'était pas facile. Mais Ouais. au final, là, c'est Milan qui s'impose. Bon, c'est loin d'être fait, parce qu'il y aura un match retour, bien évidemment. Mais bon, ce petit 1-0 quand même, au vu du match, il passe bien, on va dire. Donc voilà, j'ai souffert, mais ça va. Il fait carrément plaisir, même ce 1-0, parce que, bon, au vu de la saison, forcément, tout le monde n'aurait pas mis un billet sur Milan, mais en tout cas, oui, très très belle victoire. Ça, on prend pour les Milanais. Et tout à l'heure, on va bien sûr revenir sur ce match-là. Messieurs, juste avant de commencer, bien entendu, vous le savez, hein, même quand on est chez nous comme ça en remote, cette émission, elle vous est toujours présentée en partenariat avec Winamax, notre partenaire, avec toujours le bonus de bienvenue hein, qui vous est offert sur le site winamax.fr. C'est-à-dire que lorsque vous mettez 100 € sur le site, vous avez 100 € en pari gratuit. Donc votre dépôt, il est doublé et vous avez le code hors-jeu 10. Je vous le rappelle depuis maintenant plusieurs mois, qui vous permet d'avoir 10 € supplémentaires sur le site, à parier. Je crois que c'est la semaine des lapsus là. À mon avis, j'ai été contaminé. Comment ça, des lapsus? Mabit, C'est bizarre ça, Braque. Mabit. Pardon. Tu vas te calmer, Kanto. Hein, tu Hein? vas te calmer. Quoi, non, sait où- Quand on sait où on... t'habites. On sait où Quoi, t'habites. non, Fais non, très pas attention. c'est un joueur de foot. Oui, d'accord. Oui. Un joueur de foot qui s'appelle OK. Messieurs, restons sérieux. Et je vous rappelle bien sûr, hein, si vous nous regardez, et d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes parmi vous, si vous n'avez pas 18 ans, vous n'avez pas le droit de parier. C'est important de bien le savoir et de bien l'intégrer dans vos petites têtes, les amis. Allez, on commence, vu qu'on a 1 heure et que ça passe extrêmement vite à chaque fois. Commençons avec les matchs les plus frais, bien sûr. Real Madrid-Chelsea et juste après Milan-Naples. On va d'abord commencer par parler du Real et le Real Bruce qui, Bueno, encore une fois... Je pense à gérer clic-clic, wesh. Les gars, juste, il y a clic-clic sur les stats. S'il y a une erreur, c'est pas moi, c'est Poineau, les gars. Donc, C'est Poineau, hein, c'est pas... S'il oui, y a oui, une c'est sûr, erreur, hein. vous vous doutez, c'est forcément lui. Voilà, je tiens à le souligner. Oui, On excuse-moi, va- Braque. On va rectifier ça à la voix, t'inquiète pas. Non, je disais le Real qui nous fait encore du Real, hein, tout simplement. Un Real qui semble un petit peu imperméable, un Real qui semble toujours autant impérial aussi, surtout, hein, qui arrive à chaque fois à dérouler, à livrer des prestations où on a l'impression que cette équipe parfois même est presque injouable, qu'on a l'impression qu'on peut pas trop voilà, les embêter. Victoire 2-0 net et sans bavure, Bruce. Déjà, pour commencer, moi je suis honnête. Bon, c'était moi le hipster. J'ai fait mon pipion hier parce que j'étais principalement quand même plus sur l'AC Milan, l'AC Milan-Naples, même si j'avais en deuxième écran le Real et donc j'ai vu un peu ce qui se passait. Mais oui, bah, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme d'habitude. Même si on sait que Chelsea, ça va pas cette saison, il faut toujours se méfier quand même en Ligue des Champions.
Il y a cette situation aussi avec Joao Félix quand tu le lance à la limite du hors-jeu, là, à la ligne médiane. Tu vois, il y a quelques opportunités. Et puis après, il y a le facteur X cette saison qui s'appelle Vini, qui, comme d'hab, est inarrêtable. Sûrement le joueur qui fait le plus de diff aujourd'hui Ouais. au plus haut niveau. Enfin, je le vois quasi jamais passer à côté de son match. Ancelotti dit que c'est le joueur le plus déstabilisant Ouais, du monde selon lui. je suis Ouais, il a d'accord. raison. Je suis Ouais. d'accord. Ces derniers temps, moi, je suis pas loin de penser que c'est peut-être le meilleur joueur en ce moment. En tout cas, le plus impactant. Tous les ballons qui passent par lui, il peut faire des diffs quasi à lui tout seul. C'est incroyable. À un moment, il met une double axel à James sur le côté. Enfin, c'est Ouais. impressionnant. Ça paraît facile. Alors que pourtant, il a du client en face, mais ça paraît tellement facile pour lui. Toujours la petite passe en retrait, le geste juste maintenant. Il a tellement progressé dans le dernier geste. Enfin, un monstre absolu. Et bon, il y a Kamavinga encore une fois aussi. C'est vrai que lui, il surfe sur ça Ouais. en ce moment qui est très très bien. Puis après, voilà, c'est le Real, c'est leur compétition. Ils arrivent toujours à gérer ça. Puis aussi ce fameux carton rouge qui arrive quand même assez tôt pendant une demi-heure qui fait très Ouais. mal, où tu finis à 10. Et voilà, bon, bah tu prends ce deuxième but. Il y a quand même des erreurs, je trouve, sur le deuxième but, même s'il joue vite le corner, le Real. Enfin, c'est pas normal. Il y a 15 mecs du Real tout seul en retrait aux 20 mètres, dont Asensio, où on sait que bon, il a une très bonne patte, faut pas le laisser comme ça. Voilà, il y a eu des erreurs de Chelsea. On sait qu'en Ligue des Champions, bah, contre le Real, si tu commets une petite erreur, c'est fini. Le Real, ils vont te punir instantanément, ce qui s'est passé. Donc, on va dire, pas de grosse surprise, quoi. La, Oui, vas-y, Pipion, vas-y. la note de Kamavinga, il lui doit de l'argent au journaliste ou quoi? Parce que C'est vrai, beaucoup quoi, de ça a sous- l'air. D'habitude, j'aime pas parler de cet exercice des notes et tout, mais là, on est obligé Ouais. de le dire parce que, en plus, c'est pas son poste. Et franchement, hier, il a fait un boulot monstrueux, donc un peu étonné, ouais. Mais après personnellement, je dis pas que je comprends la note, mais tu vois, par exemple, moi j'ai trouvé que Kamavinga était peut-être encore plus important sur le Classico, là, qu'on a vu la Oui. semaine dernière. J'ai trouvé qu'il avait été encore plus fort sur ce match-là. Et sur ce match, vu que Chelsea, après les 10-15 premières minutes, a été complètement inoffensif, je me dis que peut-être il a eu un peu moins l'occasion de se mettre en valeur, même si son match, pour moi, je suis complètement d'accord avec vous, son match est excellent à Kamavinga. Donc après, bon, bah, c'est les journalistes, hein. C'est les notes. Quanto, moi, je voulais revenir sur ce qu'a dit Bruce, parce que c'est vrai qu'il y a ce carton rouge qui intervient, et moi, personnellement, qui me donne l'impression qui scelle complètement le sort de ce match, finalement. Parce que le match a tourné à ce moment-là, le deuxième but intervient juste après, après les changements. Et là, vraiment, ce moment-là du match fait qu'on se dit que c'est terminé pour Chelsea. Bah, tu sais que déjà de manière générale, jouer contre le Real Madrid dans le Champions League, c'est déjà assez compliqué. Donc forcément, si tu te tires une balle dans le pied en étant mené au score, où tu es obligé de te découvrir un petit peu et qu'en plus tu fais bah, cette erreur, parce que c'est une erreur de marquage de base ou de positionnement qui fait que ça entraîne le carton rouge. Oui, évidemment, Chelsea s'est tiré une balle dans le pied parce qu'on a senti que ce Real Madrid-là était derrière relativement tranquille et était en train de s'installer petit à petit pour arriver à marquer le deuxième. Et comme l'a dit Bruce, c'est une succession d'erreurs qui font que, parce que sur le coup de pied arrêté, joué rapidement, bah, t'as une équipe qui se retrouve un petit peu amorphe, qui fait rien, qui ne réagit pas, qui n'est pas Qui est concentré. dépassé, Puis après, ouais, c'est ça, qui est complètement dépassé. Puis comme l'a dit Bruce, c'est vrai qu'Asensio qui se retrouve dans cette position-là seul, qui n'est pas attaqué, qui n'est pas marqué, bon bah voilà, au final il le paye cash et ça fait finalement 2-0 pour le Real. Mais oui, évidemment que ce carton rouge, en étant mené au score, avec un Real qui est en train de pousser et qui peut faire la différence à tout moment, parce que bon, on a parlé de Vini, mais c'est vrai que Rodrigo, dans les combinaisons et dans les espaces, il faut quand même également le mettre en avant, parce que c'est vrai qu'il y a deux poisons. On a Karim Benzema dans l'axe, qui est un vrai finisseur et qui est capable de faire et de créer du jeu, mais à côté, tu as deux poisons, Vinicius et Rodrigo, qui peuvent faire la différence à tout moment. Donc oui, quand tu te retrouves à 10, ça devient très très compliqué de tout gérer, de défendre, et Chelsea l'a payé. Ouais, tout à fait. Et Pipion, c'est vrai qu'on peut reparler aussi de ce début de match, parce que quand tu vois cette première occasion de Joao Félix là, qui est bien défendue par Militao, très honnêtement, on se dit peut-être que finalement on va avoir un match intéressant, parce que bah, c'est la Ligue des Champions, et parce que, comme on l'a dit un peu plus tôt même, bah, voilà, les équipes anglaises, elles sont capables d'élever le niveau et de se mettre au rendez-vous pour justement ce genre de moment-là. Mais derrière, le match tourne, on le voit bien, le Real reprend l'ascendant, le Real s'installe dans cette partie, et finalement on l'a pas, cette soirée européenne, finalement. Ouais, totalement. Et je rajoute même l'occasion de Sterling juste après l'ouverture du score. En fait, ce qui est totalement fou dans cette équipe de Chelsea, c'est que tu as dépensé
600 millions d'euros en 6 mois et que tu n'as pas toujours d'avant-centre de vrai numéro 9 référent. C'est dire à quel point il y a encore des carences dans cette équipe. Et pourtant, quand tu vois les noms de base, tu te dis, bah quand même, tu as un très très beau milieu de terrain, faut le dire de base. Mais c'est fou à quel point cette équipe, l'an dernier, quand elle était venue au Bernabeu, quand elle menait 3-0, enfin, c'était une superbe équipe. Enfin, c'était un magnifique coup tactique de Tourelle. Et elle a tout perdu en l'espace d'un an. Et évidemment, il y a cette saison qui a été mouvementée, le rachat, le départ de Tourelle, la patte Potter qui n'a jamais été greffée. Mais en tout cas, t'as dit quoi? Non, j'ai juste dit la patte Potter. Ouais, je trouvais que ça faisait bien, la patte Potter, c'était pas mal. Et après, moi je me répète, mais Franck Lampard en intérimaire. Alors oui, il a eu que 6 jours pour préparer ce match, mais honnêtement, tous ceux qui suivent l'APL et qui ont suivi son Everton, ils savent que ça allait pas être une révolution. Et quitte à faire quelque chose, je vais pas être critique, mais autant continuer jusqu'à la fin de saison avec Potter. Alors oui, c'était pas fantastique, mais Potter, son 8e de finale retour contre Dortmund, c'était pas mal, honnêtement. Alors, je compare pas Dortmund et le Real, mais dans les intentions, dans la concrétisation, dans le collectif, c'est une des rares fois où je me suis dit, tiens, il y a cette fameuse patte Potter qui existe, et quoi qu'il arrive, moi je me demande vers quoi va ce projet, parce que quand tu regardes cette équipe, alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de jeunes joueurs, mais le choix de Lampard, ça en dit pas long. Alors voilà, quel coach pour préparer la saison prochaine, Luis Enrique, Nagelsmann, Pochettino, ça parle de même Conte. En tout cas, ça va être intéressant de voir, mais c'est sûr que quand tu vois leur performance, je regrette quand même qu'ils ne soient pas un peu plus lâchés, parce que ok, le Real a un niveau au-dessus en Ligue des Champions, on le sait tous, ouais. Mais c'est leur dernière occasion de briller cette saison. C'est leur dernière porte de sortie pour espérer accrocher avec des champions. Et on l'a dit, c'est souvent quand Chelsea a été malade qu'ils ont fait des scénarios improbables. Ouais. Et on s'était dit pourquoi pas le faire, honnêtement. C'est 11 contre 11. Mais honnêtement, c'est tellement décevant à tous les étages. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait une trop grande classe d'écart. En vérité, on avait vraiment deux équipes qui jouaient pas du tout, qui boxaient pas du tout dans la même catégorie, et on n'a pas eu, voilà, c'est ça, la magie de la Ligue des Champions qui fait qu'une équipe peut se sublimer. Bruce, depuis tout à l'heure, on voit un peu les notes là des joueurs, aussi bien du Real que de Chelsea. Je pense que c'est la bonne occasion un petit peu, de donner les tops et flops dans ce match-là. Quel joueur est-ce que toi tu veux mettre en avant aujourd'hui? Vini. Déjà, mis en avant, comme toujours, j'ai envie de te dire. Il y en a un aussi, encore une fois. Moi, j'étais plus focus sur Milan. C'est pour ça que là, après, je laisserai plus les autres répondre. Parce que vous, c'était votre match principal. Non, mais c'est toujours dur d'avoir une vraie vue d'ensemble quand tu étais plus focus sur un match, je suis honnête. Mais il y en a un qui m'a fait forte impression de ce que j'ai vu aussi, c'est Carvajal, pour le coup. Carvajal, parce que son centre est magnifique, celui qui apporte le premier but. Il y a aussi des interventions, ce que tu veux. Enfin, il a l'air d'avoir fait un vrai bon match. On sait que Carvajal, il a eu des périodes, tu sais, il peut alterner, tu vois, des fois retrouver son meilleur niveau, tu as l'impression, des fois c'est un peu plus compliqué, mais quand il est comme ça, Carvajal, on sait que c'est un latéral qui est très complet, quoi, qui peut défendre, qui peut attaquer, donc voilà, j'ai peut-être envie de parler aussi de Carvajal. Et Courtois peut-être aussi, parce que mine de rien, comme l'a dit Pipion, encore une fois, tu as l'arrêt à un moment donné sur Sterling, il est incroyable. Sterling, pour son gabarit et tout, c'est l'arrêt. Après, c'est Courtois, quoi, on n'est plus surpris. Il est arrivé à se baisser très rapidement, et à bout portant, c'est vrai que ça arrive très très vite. Et en fait, c'est un peu, pour moi, c'est un peu l'image du Real Madrid en Ligue des Champions, une équipe qui ne va pas toujours impressionner quand elle va jouer en championnat, mais qui, quand elle joue en Ligue des Champions, arrive à toujours répondre présent au bon moment. C'est vrai que dans des gros matchs, tu as Karim Benzema qui passe rarement à côté, tu as Vini, Rodrigo qui sont là, tu vois le milieu de terrain, je ne vais pas tous les citer, mais Kroos, Modric, Valverde, c'est vrai que c'est rare en Champions de les voir faire un match de merde. Et puis tu as toujours un Courtois des grands soirs. Quand il doit en sortir une, il doit en sortir deux, il fait toujours ses interventions. Et voilà, Courtois, c'est un peu l'image du Real LDC. C'est-à-dire qu'il faut répondre présent et il répond présent. Non, et puis il faut dire autre chose aussi, je pense, par rapport à ce Real Madrid, même si en championnat, on sait bien que maintenant, c'est terminé par rapport au Barça. Et on rappelle aussi que le Real a perdu ce week-end en Liga. Il y a un truc que moi je trouve assez impressionnant avec cette équipe, c'est que tu as très, très rarement de joueurs qui sont blessés, tu as très rarement de joueurs qui manquent à l'appel. Je trouve que le groupe est très bien géré. Ancelotti tient très, très bien aussi cette équipe. Le turnover est plutôt pas mal géré. Quand un joueur n'est pas performant, il n'a pas de problème à le mettre sur le banc, à le sortir de l'équipe et à mettre un autre qui va être justement performant. Ça, je trouve que c'est quand même assez fort.
je sais pas si on le dit assez ou si c'est dit, mais les mecs sont jamais blessés, quoi. C'est un truc de fou. Heureusement, parce qu'il n'a pas une profondeur de banc de ouf, C'est notamment ce qu'il faut, hein. offensivement. Heureusement, il y a Mais eu oui. Benzema un petit peu, mais là qui revient au meilleur moment. Mais heureusement que Vini il se pète jamais, que Rodrigo est là Ouais. et tout. Parce que là, par contre, si t'as un podcast, t'es dans la merde. Mais c'est Ouais. ça, Pipion. Non, c'est vrai que c'est très intéressant cette gestion de l'effectif. Et là, ils n'ont pas affronté, on va dire, les meilleures équipes en termes de dynamique cette saison avec des champions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grosse forme de contrôle sur leurs rencontres. Par rapport à l'an dernier. L'an dernier, c'était des matchs tout feu tout flamme où le Real subissait beaucoup. Et c'est pour ça que je suis très curieux de voir finalement ça va être quoi la physionomie face à Manchester City. Si on se projette évidemment, on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses, que le Bayern peut renverser, que Chelsea peut renverser. Mais on va dire, quoi qu'il arrive, s'ils affrontent City ou le Bayern, parce que je crois pas trop au retour de Chelsea, il y a une équipe qui va vouloir poser le pied sur le ballon. Et c'est curieux de voir quelle attitude va adopter finalement ce Real-là. Et ce qui est intéressant sur la gestion de l'effectif, il y a une stat qui est sortie sur Asensio. C'est le remplaçant le plus décisif de l'histoire avec des champions quand même. Ouais, 9 buts, c'est fou. 9 buts en sortie de banc. Alors oui, c'est pas le joueur le plus régulier, c'est un joueur qui déçoit un petit peu parce que voilà, comme je l'ai envoyé hier en off, bah oui, certains l'ont comparé à Mbappé en disant qu'il fera la meilleure carrière. Voilà, évidemment, ça n'a pas été le cas. Mais c'est un mec qui apporte ce petit truc en plus. Et il y a beaucoup de joueurs qui finalement au Real Madrid se subliment, comme l'a dit Kanto, avec cette petite musique de Ligue des Champions. Et cette année, c'est vrai que cette équipe avec ce format de contrôle, elle me plaît beaucoup. Un petit peu décevant évidemment en Liga parce que voilà, elle a laissé filer très très loin le Barça. Ouais. Mais bon, ils sont en finale de Coupe du Roi. Ils ont cette perspective avec des champions où tu sais quoi qu'il arrive, ça va être hyper compliqué de les sortir. C'est toujours le cas. On s'était dit avant le match de Liverpool, peut-être que c'est un Real moins fort, mais en fait non. Quand ils sont en mode LDC, ils sont extrêmement compliqués à sortir tout simplement. Donc ça va être intéressant de voir comment est-ce que Guardiola ou Tourelle, je mets ça évidemment entre guillemets, vont réussir à s'en sortir, parce que c'est vrai que l'an dernier, quand tu te redis ça, le City passe pas loin de deux demi-finales parfaites, mais quand il y a ce Benzema, quand il y a ce Vinicius là, quand il y a Modric là, bon courage quoi. Ouais, et tu fais bien aussi de souligner que on a vu un Real la saison passée qui était peut-être un peu plus dans la réaction avec, tu l'as dit, hein, les entrées de Rodrigo à chaque fois qu'il changeait le match, ce Real qui savait parfaitement profiter des erreurs adverses. Et là, on a un Real qui a peut-être un peu évolué là-dessus, un Real qui maintenant est même dominateur dans les matchs. Alors évidemment, il n'y a pas eu encore ouais. Voilà, ce match peut être référence cette saison contre une équipe qui est capable de très très bien garder le ballon. Mais là, hier contre Chelsea, on a vu des phases au milieu de terrain. On a vu même dans le pressing, dans le contre-pressing, des prises à 3, enfin des choses très intéressantes de cette équipe qui montrent que franchement, ils ont encore progressé, quoi. Et ça, dire ça du Real, c'est quand même assez flippant. Kanto, est-ce qu'on peut faire les flops aussi de Chelsea peut-être, parce que finalement, c'est peut-être du côté des Blues qu'on va trouver des joueurs qui sont peut-être passés à côté, même si ça ressemble plus à une défaillance collective finalement. Ouais, c'est une défaillance collective. Au niveau des flops, je pense qu'il y a peut-être dans le secteur défensif déjà. Ouais. On peut peut-être prendre Fofana. Il y a eu pas mal d'erreurs de marquage, d'erreurs de pressing, de placement. Pour moi, le plus gros flop du match, c'est peut-être Chilwell qui est un peu dépassé. Mais bon, c'est pas la première fois, j'ai envie de dire, c'est quand même assez régulier avec lui. Puis voilà, ce positionnement qui l'oblige un petit peu à faire faute, sinon ça fait 2-0 et s'entraîne le carton rouge, ça a un petit peu tué Chelsea. Après, en troisième véritable flop, j'arrive pas à en sortir vraiment un. Là, tu vois, si je vois les notes, ils ont mis Félix à 3, mais Félix à 3... il a su se mettre en évidence. C'est vrai qu'il y a cette première occasion qui peut permettre à Chelsea son match un peu. Ouais, parce que finalement, s'il la met, il change quand même pas mal de choses, quoi. D'entrée de jeu. C'est ça, mais bon, après il y a un excellent retour de Militao. Le mec se jette pas, il va très vite. Militao, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, non, moi peut-être au-delà, vraiment Chilwell, Fofana à la limite. Mais pour moi, c'est vraiment une défaillance collective. J'ai pas envie de sortir un flop en particulier pour ce match. Moi, j'ai été très déçu personnellement par le match de Sterling. Après, c'est peut-être son positionnement, c'est peut-être cette volonté de jouer, d'essayer de passer par l'axe, alors que finalement, t'exploites pas les côtés. Sterling, j'ai trouvé qu'il a été très fantomatique dans ce match et qu'il a pas réussi grand-chose. Après, bon, encore une fois, moi, j'ai eu la sensation que c'était un tout. C'était
global et que Chelsea n'y arrivait tout simplement pas et que même le système donnait pas grand-chose. On n'a pas du tout exploité les pistons. Après, il faut être honnête aussi. Hein. Je pense que tu étais quand même pas mal sous pression avec Vinicius Rodrigo d'un côté. Tu savais que tu n'avais pas le droit à l'erreur et pas le droit de t'exposer plus que ça. Mais c'est vrai que Sterling, son match, moi, très honnêtement, je pense que ouais, c'est peut-être un de ceux qui a vraiment déçu hier. Hein. Après, moi, c'est que mon avis. Braque, comme de Oui, manière générale, moi j'ai l'impression à l'image du carton rouge où à la base ça part tout seul dans le dos, à l'image du deuxième but sur le corner, pour moi, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, c'est de manière générale, tu as l'impression que ouais. ils étaient pas dedans par moment, il y a eu des Ah, absences, c'est et comme je ça. disais un peu plus tôt, tu le payes cash contre le Real, donc c'est de manière générale, parce que, encore une fois, c'est pour moi le corner, il y a 5 mecs du Real aux abords de la surface, tout seul aux Ouais. 20 mètres, mais Ouais. c'est lunaire quand même. Les mecs, Erreur de concentration. c'est que les mecs, ils sont un peu du père, tu vois, ça fait un peu penser à la remontada de Liverpool contre le Barça, tu sais, sur le corner, etc., où il y a des Oui, oui, moments, les oui. mecs, ils perdent un peu le fil, tu sais, ils sont un peu dépassés, bah, Ils t'as sont trop l'impression sous que ça a l'eau, été quoi. Ils ça. sont trop Ouais, débordés. c'est ça, Mm. c'est ça. Mm. Non, mais écoutez, bon, bah, l'impression pour le moment, c'est que le Real semble bien parti pour aller décrocher sa demi. Pipion, juste pour conclure, est-ce qu'on peut croire, comme j'aime bien vous poser la question à chaque fois, à quelque chose de différent à Stamford Bridge, sachant que l'année passée, il faut dire que l'aller avait eu lieu, si je dis pas de bêtises, À à Stamford Bridge, Stamford Bridge et le c'est ça. retour au Bernabeu. Et là, on l'a eu au Bernabeu l'aller. Donc, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de fou au retour la semaine prochaine? Ah, je vais peut-être passer pour un con, mais là, non. Là, Non, franchement, contre ouais, cette ouais, c'est équipe-là, compliqué. vu la situation de Chelsea, vu la dynamique, vu les états des deux équipes, non, franchement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Après, enfin, comme je te dis, la seule chance, c'est de se dire, ils ont plus que ça à jouer. Sinon, c'est fini. Il y a plus de Ligue des Champions la saison prochaine. Sinon, ils vont Ouais. tomber dans. Évidemment, la PL ne sera pas du tout de l'anonymat pour eux. Mais se dire, bah voilà, c'est le dernier levier activé pour se qualifier dans la plus prestigieuse des compétitions. Donc peut-être que ça peut faire ça à l'orgueil. Mais quand tu vois le contrôle de cette équipe en face du Real, quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire, et justement qu'ils vont avoir des situations de transition, de contre. Non, honnêtement, ça va être trop compliqué pour Ouais. nos amis les Blues. Bon, eh ben écoutez, je pense qu'on peut conclure sur ça. Et on en reparlera bien entendu semaine prochaine pour la suite et pour la probable qualification du Real. Encore une fois, rien n'est joué. Ça reste du foot. Hein. Bon, messieurs, passons à Milan-Naples. Évidemment, on va passer la main à notre ami Prux, là qui a bien rangé son frein hein, et qui est bien heureux, bien entendu, par ce résultat. Victoire 1-0, but d'Ismaël Benasser. Ils s'en sortent bien. But franchement, oui, ils s'en sortent très bien, faut être honnête. Mais très beau but au passage quand même, faut le dire, hein, avec Oui. cette magnifique percée de Brahim Diaz. Bruce, quel est ton analyse globale de ce match dans lequel vraiment Milan a quand même bien subi, il faut le dire. Ouais, bah, c'était un match totalement différent du fameux 4-0 Mm. infligé à Ouais, Naples par le Milan en championnat il n'y a pas si longtemps que ça. C'était complètement différent. Déjà, Naples est alors rentré. Milan à Naples. Ouais, Oui, c'est ça. Hein. c'est pas ce que Ouais. j'ai dit. Désolé, je J'ai me cru que tu trompais. avais dit Naples à Milan, mais peut-être Ah, c'est moi qui pars en couille. peut-être c'est possible. Du coup, au niveau des intentions et dans les duels, ils étaient bien meilleurs, Naples, sur cette rencontre. Donc, c'était vraiment pas évident. Ils sont très bien rentrés dans leur match, Naples, et ils peuvent ouvrir le score assez rapidement avec Vara et tout. Il y a un sauvetage miraculeux. Ouais, Donc, ouais. début de match qui fait très peur, où tu prends des vagues, etc. Tu sens que ça va être très compliqué ce soir, parce que tu tombes face à un bon Naples. Mais tu arrives quand même à résister encore une fois. Tu as Maignan dans les buts qui va te faire sur le match quelques parades encore monstrueuses comme d'habitude. Il fait peur aussi, je pense, aux adversaires parce que tu as l'impression que si tu mets pas le but parfait, bah, tu sais qu'il va sortir le ballon. Il a des réflexes, c'est incroyable, il fait aucune erreur. Ouais, Sur ouais. Zelinski, elle est, Ouais. elle est sympa quand même l'envoler. Ah ouais, non, mais Mm. Maignan, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, on va dire qu'il y a un petit peu de mieux sans être transcendant, tu vois, mais il y a quand même du mieux et c'est symbolisé aussi pour le Milan par le retour de Maignan qui a stabilisé un peu tout ça. Ouais. Il y a eu un Kier aussi qui revient à un très très bon Qui a fait niveau. un énorme match. Franchement, Hein. hier, il y a une fois en 1 contre 1 contre Vara, il panique un peu, il jette, mais parce qu'il n'a pas le choix, il tente quelque chose, parce qu'il sait qu'il va se faire manger. Mais franchement, niveau anticipation, à chaque fois il passait devant les attaquants, il fait un match mais monumental. Calabria aussi, j'ai bien aimé. Calabria a fait un vrai bon match. Et puis après, t'as des petits coups d'éclat. Léao qui fait sa percée où il rate son contrôle du genou là, et derrière il est tout proche d'ouvrir le score. Et puis, tu as cette fin de mi-temps complètement folle où, encore une fois, bah, tu as Diaz qui va faire un peu de magie, comme il avait fait en championnat contre Naples, où il passe entre les deux et il te broie le milieu de terrain
de Naples. Et puis derrière, bah, ça finit en but, ce qui décale Leao et Leao pour Bennacer. Et après, là, ça tourne un peu sur la fin de mi-temps, parce qu'il y a cette fameuse tête de Kerr aussi qui fracasse la barre, où tu sens que Milan prend confiance, on est tout proche du 2-0. Et puis après, le début de deuxième, bah, c'est le copier-coller du début de la première mi-temps, où tu resubis un peu de nouveau. Et puis au final, tu arrives à tenir bon, même s'il y a encore des assauts sur la fin, même Naples à 10 qui est pas loin d'égaliser, mais tu tiens bon en sachant que pour le match retour, bon, tu auras Osimhen, on ne sait pas dans quel état il sera là, il sera là, mais peut-être pas à 100%, on ne sait pas. T'as Kim qui est suspendu et t'as Zambo qui est suspendu. Alors après, moi je trouve que c'est un peu sévère ce qui s'est passé, parce que niveau arbitrage, l'arbitrage. Ouais, justement, t'en penses quoi, Bruce? Bon. Pour toi, il est mérité le carton rouge là pour Zambo ou pas? Bah en fait, pour l'ensemble de son œuvre, non. Le deuxième jaune, par exemple, pas de souci. Même en soi, le premier jaune, mais je veux dire, avant le premier jaune, il y a une faute de Tonali qui est pas sifflée, tu vois. Et pour moi, il y avait faute. Bon, rien que sur le premier compte de Leao où il rate son jeu, où il rate son contrôle et qu'après il part du milieu de terrain, Zambo il le retient, il est en train de le retenir sur 50 mètres et c'était fascinant, mais déjà il a pas pris de carton sur ça, je sais même pas comment c'est possible. Parce que Leao il a tenu bon, il est allé jusqu'au bout, tu vois ce que je veux dire. Mais après, en fait, il y a Kim aussi à un moment, tu sais, qui conteste une faute, du coup il prend un jaune pour ça. J'ai pas compris ça aussi, franchement c'est dur. Alors ça, moi je trouve ça complètement débile, parce que je pense pas qu'il ait insulté l'arbitre ou quoi, juste il s'est plaint, faut arrêter un peu, tu vois, c'est un match de Ligue des Champions, tu peux comprendre ça. Et il y a aussi ce fameux fait de jeu à la fin sur Salmakers où ça peut peut-être siffler penalty, tu vois, il n'y a pas de scandale. Donc je pense que c'est l'arbitrage qui n'était pas ouf dans son ensemble. En tout cas, voilà, il y aura des absents importants du côté de Naples. Après, au vu de ce qu'ils ont montré quand même sur ce match à Milan, il faudra un Milan supérieur à ce qu'ils ont montré là pour se qualifier là-bas, parce que s'ils refont le même match, je suis pas sûr que ça passera, en sachant qu'en tout cas, bon, même si là ils ont concédé plus d'occasions que sur le match de championnat, on a compris que Milan, ils les attendent, ils essayent de bien défendre en bloc et puis de contrer grâce à Léo notamment et Diaz et de pouvoir faire mal. Pour le moment, ça marche, mais il faudra faire un meilleur match au retour si tu veux être qualifié. On dit ça, Bruce, mais ça reste quand même une victoire quelque part. Alors, c'est facile à dire, mais ça reste une victoire à l'italienne. Hein. Voilà, tu mets ton petit but derrière. Ouais, mais tu concèdes quand même des grosses occasions. Donc, tu concèdes. C'est ça le problème. Mais bon, enfin, t'as quand même de la réussite. Ouais, non, mais t'as raison de le dire. T'en as concédé beaucoup en début de match, un petit peu moins au fil du match après. Hein. Ouais, c'est surtout les débuts de mi-temps qui n'ont pas été bons. Et surtout le début de la première mi-temps et le début de deuxième, pareil, tu sentais que c'était pas fou. Il y a aussi à la fin où tu as 11 contre 10, où tu te dis, c'est peut-être là, tu vas jouer une dizaine de minutes à 11 contre 10, pourquoi pas mettre ce deuxième but, tu vois, qui peut faire très mal. Et au final, c'est bon, mis à part le fait de jeu avec Salmaker, c'est plus Snap qui se crée deux énormes occasions, tu vois. Mais bon, comme je dis, quand tu regardes l'ensemble du match et tout, moi je me contente de ce 1-0 parce que bon, c'était pas du tout garanti et ça aurait pu tourner aussi à l'avantage de Naples, on va pas se mentir. Donc voilà. Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal d'éléments en votre faveur, en tout cas de ce que j'ai vu là sur ce match-là. Moi, je sens que Milan a un vrai coup à jouer sur ce match-là. Quentin, je sais que toi aussi, tu as bien suivi ce match pour des raisons différentes. Il y a un truc que tu as dit et que je trouve assez vrai et j'avais peur d'être un peu fou. Tu me plais là, Quentin. Non, mais tu sais très bien, Bruce, hein, tu sais très bien. Ah, t'es allé de l'autre côté, ah bah vas-y, casse-toi, ça t'apprendra, cher. Non, mais Quentin, il y a un truc et franchement, j'avais la sensation d'être fou. Ok, Naples a dominé, ok, Naples a eu des occasions, mais j'ai pas senti non plus une surdomination. J'ai pas senti un Milan sous l'eau. Je sais pas si toi, t'as eu la même impression. Non, ça c'est Canto sous l'eau, mais pas Milan. Non, en réalité, je pense que peut-être que les Milanais ont été assez surpris. Je sais pas si le plan de jeu de base, c'était vraiment de jouer reculé et d'essayer de jouer en contre, ou s'ils ont été obligés de procéder comme ça parce que l'entame de match de Naples était parfaite. Il y a une énorme densité au niveau du milieu de terrain napolitain. Lobotka, Zielinski et Zambo ont fait un énorme travail à la récupération. Ils sont venus brider énormément les relances milanaises. Et du coup, forcément, il y avait tout le bloc napolitain qui était dans la moitié de terrain adverse. Et ce qui faisait que, du côté de Milan, on a joué reculer. Et puis, ils se sont rendus compte qu'avec le bagage technique de Diaz et sa qualité de pied, et surtout la puissance du cyborg, parce que tout à l'heure, on parle de Vini, mais quand on parle de Leao, c'est quand même... c'est quelque chose. La percée qu'il fait, on était ensemble, on était choqués. J'ai l'impression, sincèrement, à chaque fois que je vois Léo, j'ai l'impression qu'il joue avec des petits. C'est quand même, abusé. Il va tellement plus vite que tout le monde et il donne même pas une impression de vitesse. C'est ça le pire.
c'est qu'il donne l'impression d'être complètement relâché, détendu. Et tout à l'heure, hier d'ailleurs, j'ai tweeté, il me fait penser à Usain Bolt dans la manière de courir. Il est tellement rapide, il est tellement relâché, et il dégage une puissance physique qui fait qu'il est incroyable. Puis après, techniquement, bon, c'est aussi un super joueur. Mais non, comme tu dis, pour revenir aux occasions napolitaines, il y a l'énorme occasion dès le début du match avec Vara qui est scellé au deuxième poteau. Et bon, là, c'est la relance, c'est la bourde dont parlait Bruce de Kjaer. Et derrière, oui, c'est vrai qu'il y a eu des petites opportunités par-ci par-là. La frappe des 25 mètres de Zielinski, il y a eu des coups à jouer. Aussi sur coup de pied arrêté, sur corner, mais souvent c'est venu directement sur Maignan. Mais je pense que c'était plus une réaction de la part de Milan d'accepter de reculer et de jouer en contre plutôt qu'un plan prédéfini. Après, en deuxième période, il y a eu la discussion dans les vestiaires, ils ont vu que c'était quelque chose qui marchait et que Naples allait peut-être se livrer un peu plus et qu'il y avait peut-être l'occasion de mettre le but du break. Et ils ont continué un petit peu à faire ça, même si le carton rouge a un poil permis au match de changer dans sa dynamique. Mais non, je suis d'accord avec toi. Il y a eu des opportunités napolitaines. On a énormément fait tourner le ballon devant du côté des Napolitains, mais sans vraiment avoir la passe clé. On a senti que Osimhen manquait. Il n'y avait pas de profondeur. Ça, c'est sûr. Il n'y avait pas de profondeur. Il n'y avait pas assez Surtout d'appel. le jeu de tête aussi. Le jet de tête aussi. Et en fait, ce qui a fait que Kvara, à chaque fois qu'il débordait sur le côté, il était obligé de sans cesse essayer de repiquer, de dribbler, d'en faire un petit peu trop, de repiquer. Il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas d'appel dans les espaces, il n'y avait pas de possibilité de centrer. On était vraiment bridé à un jeu qui était axial, écarté sur Kvara, et pour finalement tout le temps revenir dans l'axe parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, par du jeu court. Et voilà, pour en fait, il manquait un chaînon, quoi. Il manquait un chaînon. C'est ça, il manquait un chaînon qui était important parce que ça aurait permis à Naples d'avoir plus de variations dans la manière d'attaquer et de mettre un petit peu plus de doute dans la manière de Milan. Et là, finalement, c'est un Naples qui a été entreprenant, mais qui était beaucoup trop prévisible pour être dangereux. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, quand t'as un mec comme ça qui pèse sur ta défense, évidemment, ça t'épuise plus, ça t'oblige à être encore plus concentré et forcément, ça peut t'amener à faire plus d'erreurs. Donc oui, non, l'absence d'Osimhen hier, elle a compté, on l'a vu. Pipion, je voulais qu'on parle aussi maintenant du retour, hein, parce que là, clairement, le match est bien plus serré que le Real Chelsea. Est-ce que là, au retour, tu penses que Naples peut complètement changer la donne si jamais, justement, Naples récupère Osimhen avec le Maradona qui va pousser, est-ce que Naples peut réussir finalement à faire sauter le verrou du Milan? Alors c'est vrai que c'est très intéressant cette question du retour parce qu'on se dit que finalement tout est réuni pour un grand match et surtout une ambiance, un parfum de petites remontées, mais tu sais du côté justement du stade Diego Armando Maradona, il y a une vraie crise entre les ultras et la direction napolitaine, notamment il a gueulé Spalletti d'ailleurs là, ouais. Exactement, Spalletti, il a dit en gros, s'il y a une ambiance comme celui du 4-0 contre Milan, moi je m'en vais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très paradoxal au cœur d'une des plus belles saisons de l'histoire du Napoli. T'as un vrai conflit ouvert entre les ultras et De Laurentiis, le président, et du coup une ambiance assez paradoxale, ouais. Donc je me demande, ce sera quoi un petit peu la teneur? Est-ce qu'on va réussir entre guillemets à éclipser, mettre ça sous le tapis le temps que les conflits se résoudent? Parce que c'est vrai que t'as ce genre de soirée, t'as envie de voir un stade en ébullition, et Naples, c'est quelque chose où tu sais qu'il peut avoir cette atmosphère assez géniale par rapport aux solutions sur le banc. Bon, Juan Jesus et Ndombele à la place de Kim et Zambo. Ça, c'est pas les remplaçants, on va dire, idéaux, parce que les deux sont tellement importants, mais ça peut faire le taf. Je pense que moi, quoi qu'il arrive, la clé sera Osimhen, parce que cette équipe sans numéro 9, on voit quand même que ça manque d'un petit truc, voire d'un gros truc, pour peser sur les défenses. À voir quelle sera la situation finalement. Est-ce que le staff prend tous les risques possibles pour Osimhen en se disant est-ce qu'on va peut-être l'endommager pour le reste de la saison, même si tu as une avance tellement confortable? Je pense qu'à Naples, ils ont cette espèce de peur de la victoire. C'est vrai qu'on parle d'un club qui a été tellement outsider, qui n'est pas passé loin il y a quelques années d'un titre et qui s'est fait finalement rattraper par la Juve, que voilà, est-ce qu'ils vont pas se dire bon tant pis, on mise tout sur la Serie A? Mais je pense quoi qu'il arrive que si Spalletti il voit qu'il y a moyen de mettre un Osimhen même 60 minutes, il le mettra. Il va le mettre, je pense, hein, quoi qu'il arrive, parce que la saison, le titre est gagné quasiment. S'ils perdent contre Milan, leur saison est finie, ouais. Il va prendre le risque, je pense aussi. Mais voilà, il faudra faire sauter ce verrou parce que mine de rien, 0 but en 180 minutes, ça prouve à quel point le Milan s'est embêté cette équipe, a supposé vraiment les conditions parfaites pour museler.
Donc c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment est-ce que Spalletti, en une petite semaine, va réussir à trouver les clés, les facteurs pour inverser la tendance. Mais c'est vrai que par rapport à tous les autres matchs, ce retour-là, on se dit qu'avec cet écart d'1-0, ça peut voir le coup. On se dit qu'on peut avoir, encore une fois, une très très belle ambiance. Non, mais en tout cas, c'est un très très bel, c'est un très très bel affrontement entre ces deux équipes. Et Et peut-être vraiment, le seul quart où il y a encore du suspense, un vrai suspense. c'est ça en fait. Quoi. C'est ça. C'est que là, pour le coup, ça va être peut-être celui qu'on va choisir finalement la semaine prochaine, tu vois, pour voir qui va passer des deux. Bruce, on va conclure avec toi avant de passer à Bayern City, à City Bayern plutôt. Tes top et flop de ce match-là, les joueurs que tu veux mettre en avant? Top, j'ai envie de te dire, moi j'ai Kier et Calabria qui a 5 d'ailleurs, qui pour moi, bon, encore une fois, la note, j'ai beaucoup de mal à la comprendre, parce que je l'ai trouvé vraiment déterminant hier et très bon, parce qu'encore une fois, il est du côté Agvara et tout, il a peu été pris à défaut, j'ai trouvé, comme le match qu'il avait fait en championnat. Kier, Tonali, match important aussi, Benasser, tu vois, qui joue un peu plus haut et qui va mettre son but, alors que voilà, tu sais, c'est pas évident. Il y a après, même Hernandez, hein, je trouve que c'est un peu sévère. Hein. Il aurait pu avoir son petit 6 et tout. Il y a des retours importants comme d'hab, il y a de l'activité, c'est pas son meilleur match. Allez, j'aurais mis 6 comme Léao. J'aurais mis 6 Ouais. comme Léao et Maignan, encore une fois, bon, il a 8, comme tu vois. Il fait les deux trois parades comme d'hab où c'est impressionnant et tu as l'impression, pas qu'il est imbattable, mais comme j'ai dit avant, ça doit jouer un peu. Sur les attaquants adverses et les joueurs adverses. Quand tu as un gardien qui est aussi fort, tu te dis il faut la mettre parfaitement, sinon tu n'arriveras pas à le battre. Et du coup, ça les pousse peut-être aussi des fois à déjouer, à se poser trop de questions, tu vois, à Ouais. tergiverser devant le but ou quand ils sont en bonne position. Et ça joue parce que clairement, quand tu as un grand goal, tu le vois comme Courtois et tout, bah, je pense que ça fait, ou Neuer, on a pu le voir sur ces grosses périodes, ça fait peur aussi aux joueurs adverses. Et Maignan, c'est ça aussi aujourd'hui. Il est tellement impeccable dans tout ce qu'il fait, Oui, c'est vrai. c'est bluffant, quoi. C'est bluffant. Hier, on en parlait avec Kanto, hein, on se disait, mais c'est franchement, quand t'as un gardien comme ça, en tout cas quand t'as ce genre de gardien clutch, parce que des très bons gardiens, il y en a partout, hein, et il y a des gardiens qui peuvent être très réguliers, mais qui parfois vont pas sortir la parade qu'il faut. On l'a vu, en tout cas, la saison passée avec Courtois, tu as ce genre de mecs qui sont capables d'être clutch, et moi, je pense vraiment que Maignan, il a ça en lui. Ça, Ah ouais. c'est, pour moi, c'est une des grosses forces que vous avez aujourd'hui. J'irai pas jusqu'à C'est dire, un enfin, game j'oserais pas changer. dire si c'est pas la plus grosse force, mais en tout cas, ce mec-là peut vraiment vous permettre de passer des paliers, quoi. Parce que quand t'as un mec comme ça derrière, le gars, il y a rien qui Ouais. passe, quoi. Il te met en Franchement, c'est une confiance folie. toute une Ah ouais. défense et beaucoup de monde. Crois-moi que c'est pour ça que je disais tout à Oui. l'heure, son retour a symbolisé quand même un peu un regain de confiance, notamment défensif et tout, parce qu'il change énormément de choses. Ouais, non, c'est bien de le souligner. Allez, messieurs, passons à City Bayern. Là, pareil, tout à l'heure, Bruce, t'as parlé de suspense, mais c'est vrai qu'ici aussi, on a l'impression que le match a presque été plié par City. C'est Alors, pas presque. Hein. je dis toujours presque. Kanto, ça reste du foot. Il faut toujours parler Oui, au oui, conditionnel. Hein, voilà, oui, c'est vrai. moi, j'aime pas dire que c'est terminé alors que c'est pas le cas. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que là aussi, on a une impression de domination, de supériorité qui a été dégagée quand même par City, avec un Bayern qui a essayé de répondre, mais qui a répondu par des tentatives de Leroy Sané, qui l'a joué parfois même un peu individuel, mais on n'a pas vu un Bayern attaquer comme ils ont l'habitude de le faire assez souvent. Et on l'avait même souligné dans l'émission, le Bayern a montré plusieurs visages ces dernières semaines. Et là, on n'a pas vu le meilleur visage du Bayern finalement. Pipion, dans ce match-là, il y a quand même ce but de Rodri qui change quand même pas mal de choses parce qu'il débloque complètement finalement City, hein, on l'a senti. Ouais, c'est vrai, parce que l'entame du Bayern, ça a été leur meilleure période, tout simplement, jusqu'à ce but de Rodri. Une équipe qui tente, qui offensivement essaye de poser des problèmes. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu ce but magnifique de Rodri, faux pied, son premier but en Ligue des Champions, il a choisi son bon moment, et en plus, Ouais. il envoie une sacrée mine en lucarne. Et après, on a eu peut-être l'une des meilleures copies du City de Guardiola, parce que dans tout ce qu'il a entrepris, c'était fantastique à avoir joué. Vraiment, la machine à laver, quoi. En termes de pressing, c'était extrêmement difficile de s'en sortir. Ouais.
Derrière, tu avais des joueurs offensifs qui récitaient leur partition. Et même, tu vois, la situation où tu as Haaland qui centre pour Bernardo Silva et qui met ce but de la tête, tu te dis, bah, même ça, ils arrivent à le faire, c'est-à-dire à inverser les rôles. Et finalement, c'est la grande réussite. C'est vrai que Guardiola, on peut toujours se poser des questions sur ses tentatives, sur ce qu'il ose faire sur le terrain. Mais c'est vrai que quand tu vois la réussite de mardi, avec notamment ces deux défenseurs latéraux comme Nathan Ake et Stones, pour avoir un contrôle vraiment et surtout une qualité de relance au-dessus de la moyenne, tu dis que ça vaut la peine des fois de tenter ces coups de poker. Et voilà, c'est dur pour le Bayern de Tourelle parce qu'on était tous un petit peu enthousiastes. On s'était dit, waouh, enfin, il récupère un tel coach. Honnêtement, on se dit que ça va être un vrai challenger pour la Ligue des Champions. Il était sur 8 victoires en 8 matchs. Et là, tu te dis qu'il y a la perte de la Coupe d'Allemagne. Il y a ce match où il passe totalement à travers. Il y a l'embrouille Mané-Sané. C'est vrai que finalement, on oublie cette petite tendance que le Bayern, même si c'est un club qui obtient de sacrés résultats, qui a obtenu la Ligue des Champions, c'est aussi surnommé le FC Hollywood. Et c'est pas pour rien. C'est un club qui est capable de péter un câble à tout moment, où les dirigeants peuvent se mettre sur la gueule, les joueurs aussi. Donc c'est un club qui est un peu à part aussi dans le football européen. Mais là, franchement, pour revenir à City, waouh. Enfin, franchement, j'étais vraiment bluffé devant ma télé. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu un match de cette qualité. Et honnêtement, ce qui est fou, c'est que tous les joueurs, Juano va nous mettre les notes, mais tous les joueurs, honnêtement, c'est bon. J'ai pas envie de faire de l'abus, mais tous, pour moi, ils peuvent avoir un 7, un 8 ou un 9. Enfin, franchement, il n'y en a pas un. Même Ederson a fait les arrêts qu'il fallait, tu vois. Donc, il a été bon. Donc, honnêtement, chapeau à Pep. Non, mais c'est exactement ça. Ça a été une victoire totale de City. Il n'y a pas un joueur qui est passé à côté. Tout à l'heure, je pense qu'on va s'amuser à peut-être quand même essayer d'isoler les joueurs qu'on a aimés dans ce match-là. Mais Kanto, c'est vrai que ce qui est complètement dingue, c'est que cette fois-ci, Guardiola n'a pas vraiment dérogé à ses principes. Ça a été une équipe très classique, ça a été une équipe voilà, qu'on voyait très souvent jouer dernièrement, même si certains ont pu être déçus par l'absence de Mahrez, qui a été laissé sur le banc. Ce qui est fou, c'est que cette équipe-là a joué comme elle sait le faire et ça a déroulé. Il n'y a pas eu de grain de sable, quoi. Enfin, tout a bien marché, quoi, dans ce match. C'est ça. T'as un peu tout dit. City a été gêné pour moi dans un domaine, c'est peut-être à la relance, où on a vu beaucoup de pertes de balles au niveau du milieu de terrain, où il y avait un pressing bavarois qui les a un petit peu enquiquinés. Mais finalement, j'ai envie de te dire, comment tu veux que cette équipe ait des problèmes avec la qualité de ces joueurs-là? Ce sont des joueurs qui, dans un match comme ça, ont tous donné le meilleur d'eux-mêmes. Tu vois, même Erling Haaland, qui au final touche pas 50 ballons, sur le but de Bernardo Silva, il est en position de frapper. Un attaquant, un numéro 9 comme Haaland, le cyborg, il est censé être égoïste et envoyer un missile. Bah non, il joue collectif. Voilà, il y a cette vista de lever la tête, de mettre une galette à Bernardo. Puis bon, Bernardo, encore une fois, il montre que de la tête, il est trop fort. Il avait déjà mis un but de la tête qui, pour moi, était impressionnant face au Luxembourg avec la sélection portugaise. Ouais, c'était le Luxembourg, je crois, où il met une tête qui n'est pas évidente. Et puis là, encore de nouveau. Et c'est pour moi des actions qui montrent que ce collectif-là s'entend à merveille et ce collectif-là a pu répondre présent. Alors jusqu'à quand? C'est ça la vraie question. Parce qu'il y a un petit peu ça dans cet ADN de Manchester City, c'est de se chier dessus tôt ou tard. De se chier dessus par l'intermédiaire des joueurs ou de se chier dessus par rapport à une composition ou une tactique mise en place par Guardiola qui va t'inventer un truc dont lui seul peut avoir le secret. Donc voilà, maintenant c'est ça la question, c'est est-ce que City est capable de réitérer ce genre de match-là? Et c'est peut-être ça les enjeux du côté de City pour le match retour, c'est de remontrer une copie parfaite pour montrer que cette équipe est enfin prête à être la meilleure au monde tout simplement et à gagner la Champions League. Voilà, il y a eu très peu de déchets pour moi, juste un petit peu au niveau de la relance par moment où ils ont été gênés, mais sinon non, comme l'a dit Pipion, tout a été très très bon du côté de Manchester City. Moi, j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers ça, hein, vers encore une fois un truc que Guardiola va nous sortir de son chapeau. Moi, c'est plus, je pense, au niveau du choix de ses joueurs. Mais même là, je trouve que ce qu'il fait, en vérité, et on peut se plaindre, hein, par exemple, je parlais de Mahrez tout à l'heure. C'est vrai que Mahrez fait une saison qui est vraiment très intéressante. Et on peut se dire pourquoi est-ce qu'il ne l'installe pas, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de continuité. Mais finalement, il te met Bernardo Silva et Bernardo Silva fait peut-être le meilleur match de sa saison. Enfin, je veux dire, tu arrives à changer un mec qui est très bon par un autre mec qui est lui aussi très très bon. Donc finalement, tous les choix qu'il fait sont pertinents et il n'y a pas de défaillance, tu vois. Il y a aussi
Il y a un joueur, moi, ces derniers temps, que je trouve impressionnant. Enfin, je trouve que l'utilisation que Guardiola en fait est incroyable. C'est Stones. Stones qui, à chaque fois, vient compenser, qui vient compenser autant en défense qu'en attaque, qui vient couvrir les montées sur le côté. Le mec, il est partout. Le mec, techniquement, il est ultra propre. Enfin, je veux dire, dans ce qu'il fait aujourd'hui, Guardiola, je vois pas pourquoi il changerait en vrai, parce que tout marche super bien. Donc, s'il change, c'est vraiment que le mec, il est complètement sado. Mais là, jusqu'à maintenant, en tout cas, je vois pas ce qui pourrait venir enrayer la machine. Bruce, est-ce qu'il y a des joueurs pareils là sur ce match-là, toi, que tu veux citer? Bon, déjà, juste de manière générale, moi je trouve que c'est la plus grosse performance de City en Ligue des Champions que j'ai vue, la plus complète. Parce que Ederson a été bon, la défense a été très solide, tout le monde a été très fort. Et pour moi, si City maintient ce niveau, ils iront au bout de la Ligue des Champions et la gagneront. Il n'y a pas de raison. Hein, ils sortiront le Real. Maintenant, le truc, c'est qu'on sait que le Real fait bugger ses adversaires. C'est ça le truc. Mais en tout cas, la prestation que moi j'ai vue face au Bayern, c'était tellement complet, il y avait tellement peu de failles que s'ils arrivent à maintenir ce niveau, pour le coup, ils peuvent vraiment peut-être aller au bout. Donc voilà, après les joueurs à sortir du lot, bah, sincèrement, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est une grosse victoire collective. Mais il faut qu'on s'amuse justement à en sortir quelques-uns, tu vois. Des fois, moi, je tape sur lui à juste titre parce qu'il y a des choix bizarres. Déjà, on peut mettre Pep parce que pour le coup, quand il y a des choix payants et que ça marche, faut le dire, faut savoir le dire parce que des fois, on lui tape dessus, notamment en Ligue des Champions. Là, de mettre Bernardo aussi à la place de Mahrez, entre guillemets, alors que Mahrez, on sait qu'en Ligue des Champions, souvent lui qui va être décisif et tout, tu vois, fallait le faire et Bernardo répond présent. J'ai trouvé Haaland... comme d'hab, il n'a pas besoin de beaucoup de ballons, on le sait, mais très altruiste et sa petite passe pour Bernardo, comme disait Kanto, voilà, comme quoi il montre que c'est pas juste qu'un simple buteur. Oui, c'est pas De Bruyne à la passe que tu veux, mais il est capable aussi de temps en temps de te donner des très bons ballons. Et après, moi, Braque, vas-y, je vais te suivre. Alors, je vais dire aussi Stones comme ça, parce que pour moi, depuis qu'il a cette position hybride, etc., et le taf qu'il fait, je trouve c'est monstrueux. Je suis impressionné. Déjà, c'était fou le match qu'il avait fait. Hein. Donc, vas-y, j'ai envie de mettre lui en avant. Ça peut être Rodri aussi par sa frappe de ouf et le match qu'il fait, mais j'ai envie, vas-y, peut-être de dire Stones parce que honnêtement, c'est bluffant, je trouve. Et après, peut-être Diaz aussi derrière pour le coup. J'ai trouvé tous les défenseurs très très bons, mais Diaz, mention spéciale avec le bloc auto et tout ce qu'il fait. Enfin, c'est n'importe quoi. Quand Diaz est comme ça, il est trop fort. Non, parce qu'on parle de dépassement de fonction, mais dans cette équipe-là, ce que je trouve fou. Quand je dis dépassement de fonction, Haaland qui se met en buteur, qui se met en passeur, pardon, Stones qui fait plus que de rester dans sa zone, Grealish qui attaque et qui défend aussi, qui vient chercher énormément de ballons, qui a la récupération. Enfin, je veux dire, c'est ça finalement. City, c'est un dépassement de fonction total et en plus, t'as l'impression que c'est naturel, t'as l'impression que c'est facile quelque part, Pipion. Non, mais c'est ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on est très exigeant avec Pep, avec City, parce qu'il y a des moyens, et surtout ses joueurs. Mais mine de rien, combien de joueurs, dès leur première saison à City, ont été parfaitement intégrés au logiciel Guardiola? Franchement, il y en a très très peu. Je pense qu'un De Bruyne, assez vite, ça a fonctionné. Un Ruben Dias. Mais tous, même Bernardo Silva, Mahrez, Grealish, et même Haaland, tu vois. Haaland, il est déjà à plus de 40 buts. Et on est là à se dire, il est pas très bien intégré. Mais ça fait que quelques mois. Et t'imagines à quel point c'est exigeant pour un joueur de rentrer dans ça. C'est vrai que quand j'écoutais l'interview, la très bonne d'ailleurs de Samir Nasri chez notre ami Zach, il expliquait que c'est quelque chose de folie. Tu dois perdre du poids. Il te montre des vidéos de pressing de ces équipes où tu te dis ouais mais c'est de la folie à quel point tu dois courir. Enfin il y a tellement de choses à assimiler comme concept que même des joueurs avec un gros QI foot comme Bernardo, ils ont dû passer par cette étape de transition et c'est là qu'aujourd'hui tu vois à quel point ça peut payer même pour un Grealish. On en a rediscuté lundi mais c'est vrai que c'est un joueur qui est arrivé, qui a beaucoup payé le prix de son transfert, qui a payé aussi je pense un petit peu voilà son côté je sais pas comment l'expliquer mais un petit peu avec sa coiffure tout ça un les gens dandy quoi un peu exactement, dandy, c'est un bon terme. Et mine de rien, je te rends compte qu'aujourd'hui, après un an et demi d'adaptation, voilà le fameux gros molleton. Mais aujourd'hui, il est là, il est bien intégré, il sait ce qu'attend Guardiola de lui. Et surtout, il fait énormément de différence. Peut-être que statistiquement, il fait pas encore énormément de buts et de passes D, mais il est tellement dangereux sur son côté. C'est un des premiers joueurs qu'on cherche dans les transitions. Sur le pressing aussi, mine de rien, parce que tu le vois encore sur le match. Il fait énormément d'efforts. Et là, tu te dis qu'en fait, c'est quelque chose de difficile, même pour des joueurs de très haut niveau, à comprendre la tactique Guardiola. Mais quand ça fonctionne, comme hier, et moi je suis d'accord avec Bruce, franchement, c'est une des toutes meilleures copies en Ligue des Champions, si ce n'est la meilleure, de son City.
La En fait, plus c'est ça, complète, quoi, entre la défense, l'attaque. Parce que des fois, il mettait des tôles où il marquait des buts, mais il prenait des buts. Il y avait quelques erreurs. Là, Oui, honnêtement, tu as le Bayern quand même en face, même si c'est peut-être pas la meilleure version du Bayern cette saison, peut-être. Mais c'est quand même le Bayern. Et ils ont fait un match de haut niveau, à tous les niveaux, toutes les lignes. Incroyable. J'ai une question, Braque, Oui, si je peux Kanto. me permettre, pour Vas-y, les vas-y. autres. Vas-y. J'aimerais avoir votre avis sur Leroy Sané, qui est un joueur qui, pour moi, montre sans arrêt des visages complètement différents. Complètement d'accord avec toi. Et j'ai beaucoup de mal à arriver à suivre ce joueur-là qui, parfois, est complètement individualiste sur les matchs. Il va jouer strictement que pour sa gueule. Il va pas donner un ballon. Il va être tout le temps dans la percussion. Et il va au bout de ses idées tout seul. Il y a des matchs où il est altruiste et il est sans arrêt en train de faire un dribble, de lever la tête, de donner. Et je ne sais plus contre qui le Bayern, la dernière fois, avait fait une contre-performance en championnat. Mais il y avait eu un Sané qui, à chaque fois, dribbler, donner le ballon, dribbler, donner le ballon, dribbler, donner le ballon. Et il donnait que des caviars, que des galettes. Et du côté du Bayern, ça rentrait pas, ça faisait que gaspiller. Et là, je me suis dit, putain, mais attends, mais il a vraiment changé en fait Sané. Maintenant, il lève la tête, il donne aux gens, alors que c'est toujours un joueur que j'ai trouvé ultra talentueux, puissant, bonne qualité de percussion, de dribble, mais qui a toujours été ultra égoïste. Et je pensais qu'il avait changé. Et derrière, tu le revois à des matchs où il va tenter tout seul de frapper. Bon, peut-être que là, pour le coup, au final, c'est lui. Cette année, avec Nagelsmann, il a fait banquette pas mal de matchs aussi. Hein. Ouais, mais j'ai du mal à comprendre ouais. comment on peut avoir un joueur qui tantôt va être full égoïste et individualiste et va jouer que pour sa gueule et va sans arrêt au bout de ses actions, quitte à faire un contre 4 alors qu'il y a un coéquipier, il y a une meilleure solution à côté. Et le match d'après, ça va être le mec le plus altruiste qui va te donner que des galettes et qui va faire croquer tout le collectif. Et j'aimerais avoir votre avis à vous sur ce joueur, l'avis du chat, parce que moi, sincèrement, j'arrive plus à suivre. Ouais, bah allez-y, hein, Pipion et Bruce, hein, mais moi juste ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas, quand moi je le vois jouer, ce mec-là, j'aime énormément ce joueur, je l'adore. Et il y a un vrai souci, c'est que même son body language, son attitude sur le terrain, t'as l'impression de voir un enfant gâté, quoi. Hein. Tu sais, je suis désolé de le dire comme ça, mais t'as l'impression de voir un merdeux. Genre, quand ça le fait chier, il y est plus. Quand ça le fait pas chier, bon, il va s'amuser. Quand il marque, il sourit jamais. Enfin, je sais pas, ce mec, je suis exactement d'accord avec toi, Kanto. Il est impossible à suivre, vraiment. Je vous laisse la parole. Ouais, non, mais juste, moi je pense qu'il a un côté, c'est au niveau de la mentalité. Parce que tu le vois, si ça se passe mal, parce qu'à City, il y a eu des moments, oui, il est totalement irrégulier. T'as l'impression que il est ingérable à ce niveau-là, quoi. Et comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, t'as l'impression qu'il sourit très peu, il est pas heureux spécialement. Même quand il marque, hein. Ouais, c'est un peu étrange. Et sur ses performances, et pourtant là, c'est un des rares devant, voire le seul à se montrer dangereux par des frappes de loin ou quoi. Mais tu sens qu'il n'y a pas la même relation forcément avec les autres, etc. Et oui, t'as l'impression, bah c'est le mot, ça a l'air d'être un petit con, quoi, entre guillemets, tu vois. Et voilà, on sait qu'il a de la qualité, il a de la vitesse, il peut accélérer, il a une grosse frappe de balle aussi. Donc il y a des matchs, quand tu auras de l'espace, etc., il pourra faire mal. Mais pour moi, il serait régulier toute sa carrière, quoi. C'est ce genre de joueur sur courant alternatif, quoi. Bon, j'ai l'impression. T'as presque l'impression qu'il aime pas le foot, en fait. Tu vois que le mec est fort, le mec est né avec un don, un talent, mais que c'est pas, je dis pas sa priorité, mais t'as l'impression que ça le fait chier, quoi. Je sais pas, hein. C'est terrible. Enfin, ce qu'il renvoie, je trouve ça assez fou. T'en penses quoi, toi, Pipion? Non, c'est vrai que c'est un joueur hyper paradoxal parce qu'il peut faire des différences à tout moment. J'avais bien aimé quand Nagelsmann l'avait mis en numéro 10 pour lui offrir d'autres possibilités sur le terrain. Et c'était un joueur qui avait nettement amélioré sa vision de jeu, je trouvais, qui avait de la bonne qualité de passe. Et c'est vrai que ces derniers temps, il était replacé de plus en plus ailier. Et voilà, il est un peu retombé dans ses travers. C'est dommage parce qu'il a cette capacité vraiment d'être un joueur à part dans une équipe. Mais mine de rien, le temps passe vite. Hein. Il a déjà 27 ans et au Bayern, il n'y a jamais eu, tu vois, non plus une saison de référence. Il fera jamais, on a le sentiment qu'il fera jamais une saison de référence comme un Robben et un Ribéry ont pu faire. Je dis pas que Sané, c'est un joueur de cette qualité des deux monstres que j'ai cités, mais au Bayern, tu vois, quand on parle d'ailier, c'est typiquement les noms auxquels je pense en premier, et c'est compliqué pour eux. Et tu vois, Coman a été un peu plus régulier, même faire une saison comme Coman a pu le faire, il en est loin. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui va nous laisser sur notre fin jusqu'au bout de sa carrière, je pense. Ouais, on pourra pas évidemment parler de tout, hein. Forcément aujourd'hui on essaye d'être assez concis et complet quand même. Kanto, il y a quand même un joueur, on ne pouvait pas passer à côté, on est obligé d'en parler.
C'est Upamecano, malheureusement. Ah, Il est... Alors c'est con parce que finalement, même si son début de match est compliqué, tu subis un petit peu parce que c'est City en face. Mine de rien, sa prestation était quand même plutôt correcte, mais il y a cette erreur qui arrive et qui le détruit complètement et qui le sort complètement de son match, hein, malheureusement. Bah écoute, j'ai envie de te dire que c'est pas surprenant dans la mesure où moi, quand Upamecano s'est installé en défense centrale en équipe de France, au début, si on se rappelle bien, j'étais ultra sceptique par rapport à lui. Parce que c'était un joueur que je taxais toujours d'une irrégularité. Irrégularité. Oui, irrégularité, je vais y arriver, qui était tellement grande que c'est un joueur qui, sur un match, pouvait t'apporter beaucoup et qui, sur un autre match, pouvait te le faire perdre à lui tout seul. Sauf que derrière, on l'a vu en équipe de France, arriver à prendre maturité et montrer son talent et gagner en régularité. Alors oui, voir Upamecano passer à côté d'un match et faire des erreurs de relance qui coûtent un but, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas parce que c'est un joueur qui était avant coutumier du fait. Mais ça arrive quand même de moins en moins souvent, ça n'arrive quasiment plus. Alors oui, ça arrivait sur un match avec une grosse pression, il a fait une bourde, mais moi, je ne vais absolument pas lui en tenir rigueur, et Dieu sait qu'il part de loin dans ma tête, parce que tout simplement, c'est un joueur qui m'a prouvé et qui a prouvé qu'il avait énormément progressé, pris en maturité, en expérience, et que c'était un joueur qui était capable maintenant de répéter les matchs, et de répéter les bons matchs surtout, parce que c'est ça qui est important. Donc non, là, il prend une petite sauce, un petit peu pour tout et pour rien, mais ouais, c'est un défenseur central, des bourdes de défenseurs, il y en a quasiment à tous les matchs, j'ai envie de dire. Les plus grands en ont déjà fait. Moi, comme j'ai dit, je suis ultra rassuré. Avant, il faisait peut-être un match sur 3 qui était très mauvais. Maintenant, il en fait peut-être 1 sur 20 qui est très mauvais. Et peut-être que d'ici 2 saisons, il en fera 1 sur 50. Mais voilà, des erreurs des défenseurs qui passent complètement à côté de leur match. On sait que c'est un poste à responsabilité où tu dois être là à la relance, où tu dois être très concentré au niveau du placement, au niveau des duels. Voilà, tu dois être en forme physique, psychologique, et c'est peut-être un poste qui est ultra exigeant au niveau de tout cet aspect-là et qui forcément fait que de temps en temps, dès qu'un mec est un peu moins bien, il va faire des boards qui vont coûter très très cher. Donc non, moi je lui en tiens pas rigueur. Là, il est en train de prendre une sauce, c'est normal, c'est la Champions League, c'est tombé sur le mauvais match. Si ça tombe contre l'Union Berlin, c'est le problème, c'est un peu différent. C'est ça le problème. Bruce, attends. Oui, c'est un problème, mais c'est quand même un mec qui a contre prouvé l'Union, il n'aurait pas fait ce match-là. Non, mais si, avant même en championnat. Oui, mais je parle ces derniers temps. Oui, non, ces derniers temps, je suis d'accord. Avant, même en championnat, dans des matchs sans pression, il faisait quand même pas mal de boulettes et pas mal de contre-perfs. Maintenant, ça arrive de moins en moins. Après, est-ce que c'est un match à pression quand on parle d'un mec qui a quand même été au bout d'une Coupe du Monde, tu vois? Upamecano, je pense qu'il a montré. Il y a un match où il est très mauvais à la Coupe du Monde. Pour moi, c'est contre l'Angleterre où il s'est fait allumer par Kane. Donc oui, ça peut arriver que dans des gros matchs, il passe à côté aussi. Il faut pas oublier que c'est un jeune défenseur qui peut encore progresser dans beaucoup de domaines. Après, est-ce que oui, c'est dû à la pression de City? Est-ce que c'est dû au fait que il y a un attaquant de poids comme Haaland, par exemple, qui peut être sur lui? Peut-être que tu as raison sur ça. Peut-être que tu as raison sur ça. Je connais Bruce par cœur et je sais très bien qu'il n'est pas complètement d'accord avec toi quant au Bruce. Non, mais j'ai dit que du bien d'Upamecano ces derniers temps, parce qu'il avait gommé à part un match en championnat où il avait provoqué 2 pénaux, là, il n'y a pas si longtemps que ça, je le voyais plus faire de bourde. Donc voilà, alors que moi, j'y croyais pas trop Upamecano au début, il faisait beaucoup d'erreurs, donc j'avais toujours une réserve, tu vois, quand il était livré à lui-même. Le truc, c'est que là, malheureusement, c'est le match sur l'année où t'as pas le droit de te trouver, il passe complètement à côté. C'est ça, en fait, le problème, c'est que si c'est un autre match, c'est beaucoup moins impactant. Là, c'est un match contre un gros adversaire et c'est pas pour rien que ça tombe sur ce match-là pour moi, parce que c'est les matchs où il y a le plus de pression, tu as une équipe de fous en face. Et les erreurs, elles sont quand même très grossières. Il perd complètement le fil. Je veux dire, avec Grealish, il est trop détente. Alors, Grealish, il est loin au début. Il peut jouer derrière, il peut décaler. Il est complètement détente. Tu as l'impression qu'il est tellement relâché que sans pression. Et c'est incompréhensible. Il y a eu quand même plusieurs erreurs où là, pour moi, c'est quand même inquiétant, tu vois. J'espère juste que, comme tu dis, moi j'espère que c'est toi qui as raison, Kanto, et que ça arrivera plus, ou en tout cas moins, en tout cas sur des matchs déterminants, mais quand même, de passer complètement à côté de son match comme ça, moi tu vois, je vais pas me mentir, ça me réinstalle un petit doute, tu vois, et qu'il avait balayé ces derniers temps, je me disais, ok, c'est carré, c'est un des meilleurs défenseurs à l'heure actuelle, mais là c'est le match pour moi de l'année, pour le Bayern, où t'as pas le droit de te trouver, il s'est complètement troué, quoi, donc ça fait mal quand même. C'est justement là où tu dois prouver, quoi. Et au-delà de l'erreur qui amène le but, attention, parce que derrière, il en fait une autre. Hein. Il y en a plusieurs où il est bancal. Non, mais la passe qu'il fait sur Sommer, s'il cadre, ça fait peut-être 4-0. Hein, parce que finalement, celle-là aussi, elle est quand même assez violente. Hein, il s'en sort bien. Pipion, ton avis, toi, sur ou pas?
Bah forcément, c'est un joueur qu'on a beaucoup loué. Personnellement aussi, je me suis dit, c'est quelqu'un qui a été exceptionnel, qui a été excellent à la Coupe du Monde, qui a été impressionnant lors des 2 huitièmes face à Paris. Et c'est vrai que le voir redescendre comme ça de 3 étages, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et peut-être que c'est le genre de match qui va lui servir pour la suite. Une bonne piqûre de rappel que pour être vraiment parmi les top défenseurs centraux. Voilà, c'est vrai que comme le dit Slamsi, Tourelle en plus lui a remis une couche en après-match en lui signifiant bien que voilà, ce genre de performance, oui, pour un défenseur titulaire au Bayern, c'est inacceptable et je peux comprendre. Logique, hein. Je peux comprendre cet agacement, mais quoi qu'il arrive, je pense que ça va lui servir pour la suite. C'est le genre de rappel à l'ordre que voilà, c'est un joueur que on savait en plus à ses débuts au Bayern qu'il y a ces petites erreurs de concentration, même sur ses premiers matchs en équipe de France. Je pensais moi aussi que c'était gommé, et bon, ça reste aussi un jeune d'essai et c'est un poste où c'est tellement particulier, le vécu, la maturité, qu'il est encore soit ses 15-10% à aller chercher pour devenir vraiment le joueur régulier fiable. Je crois qu'il était vraiment sur une bonne lancée. J'ai envie de dire, voilà, ça va lui servir pour la suite. Malheureusement, c'est vrai que ça tombe dans un très grand match où il se trouve plein de fois. Donc, je pense que ça va lui mettre un petit coup de massue là, pour les semaines à venir. Voilà, faut faire le dos rond et réussir à passer à autre chose. Ce qui est bien, entre guillemets, pour lui, c'est qu'il y a un match retour déjà dans une semaine. Il aura les mêmes clients en face. Donc, la meilleure des réponses, ce sera sur le terrain. Et s'il réussit voilà, à s'en sortir là, on pourra se dire que c'était peut-être qu'une erreur, un petit accident, quoi. Ouais, une erreur de jeunesse, on va dire. Bon, bah, messieurs, écoutez, on va refermer cette page City Bayern et on va faire vite sur l'autre match, hein, sur Inter Benfica. Bon, je l'ai pas vu, moi, je vous le dis. Oui. Donc, moi, pareil, on était juste sur vu le l'autre résumé. match. On était sur, à part Pipion qui était sur Benfica Inter, nous on était tous sur City Bayern. Du coup, on va laisser Pipion nous compter un petit peu ce match-là. Pipion, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet Inter Benfica, ou plutôt de ce Benfica Inter? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'ont sauté aux yeux? Bah ouais, une grande forme de maîtrise de l'Inter. Ça peut être un peu le même discours qu'on a fait pour le Milan face à Naples, à savoir une équipe qui a souffert, mais qui a fait le dos rond, et surtout aussi une histoire de gardien, parce que quand il faut sortir sur les moments chauds, Onana fait une très très belle saison en Ligue des Champions, et honnêtement, il a toutes mes louanges. Et c'est vrai que quand tu regardes cet Inter qui n'avait pas gagné depuis 6 matchs, qui était très moyen, très médiocre, seulement 3 petits buts marqués, où tu avais Lukaku, Lautaro et Dzeko qui rataient d'immenses choses, et tu te dis finalement... voilà, eux ils se sont mis au niveau de la Ligue des Champions. Ils ont fait un match pragmatique, efficace. Le milieu de terrain avec Mkhitaryan et Barella surtout qui a été buteur, mais le milieu de terrain était vraiment excellent. Et c'est là où tu dis qu'en fait c'est une équipe qui va être dangereuse parce qu'elle peut compter. Voilà, il faudra voir contre qui ça sera en demi-finale. Mais je n'enterre pas Benfica pour autant parce que j'ai l'impression qu'ils se sont fait un peu avaler par l'événement. Ils sont capables de le faire là-bas. Ouais, parce que c'est quand même un Inter qui est malade. Alors oui, dans le chat, ça va parler un petit peu d'arbitrage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Benfiquistes qui peuvent se sentir lésés. Il y a notamment une main, je crois que c'est à Serbie, je me souviens plus qui, où tu as débat, où ça peut siffler, tu vois. C'est le cas où voilà, l'arbitre peut sanctionner. Et la main sur Joao Mario, pour toi, elle y est vraiment? Oui, à main pour moi. Je sais pas, moi ça touche la tête d'abord, ça va sur la main après. Moi, ouais, mais il est quand même la main pour moi, elle est vraiment. Il fait. C'est pour moi. Elle se décolle la main. Pour moi, ça siffle pour moi perso. Ça peut sanctionner, tu vois. C'était Darmian, merci Asmal. Et du coup, c'est pas un Inter qui est souverain, mais comme je te dis, Benfica, là, il y avait une immense ambiance au stade de la Louse, et je pense qu'ils sont peut-être pas vus trop beaux, mais ils se sont dit bon bah honnêtement par rapport à la situation de l'Inter on est favori, et je pense que Benfica ça reste quand même une équipe qui doit être en position d'outsider. Moi je suis pas sûr que l'Inter soit déjà en demi-finale parce que c'est une équipe qui est complètement passée à côté de certains matchs, qui a quand même des soucis d'efficacité dans les deux surfaces. Moins en Ligue des Champions quand même, Pipion. Mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions ils sont très solides. Je les vois gérer tranquillement le retour. Après, je peux me tromper, mais je les vois gérer, mais vraiment tranquille le retour, moi. Mais bon. Ouais, non, c'est sûr que ça peut le faire, mais en tout cas, tu vois, c'est ce que je disais sur Twitter, c'est une saison où tu disais que cette équipe de l'Inter, quand tu repenses à la très belle équipe d'Antonio Conte avec Lukaku, Hakimi, qui était une équipe qui vraiment pouvait marcher sur ses adversaires, qui n'a jamais su dépasser, je crois, la phase de groupe, et t'as cette Inter-là avec Simone Inzaghi, où tous les supporters réclament son départ. Honnêtement, c'est
c'est le paradoxe du foot, quoi. C'est ce coach qui va l'emmener peut-être en demi-finale de Ligue des Champions, qui va lui faire retrouver un dernier carré. Donc voilà, c'est vrai que on a cet Inter en position de force, c'est vraiment une grande maîtrise. Et tu vois, mine de rien, quand je regardais les stats, Benfica, n'a eu que 2 tirs cadrés, mais sur ces 2 tirs-là, Onana a été extrêmement vif. Joao Mario, main ou pas, sur le chat ça divise. 46-54. C'est en fait il y a plusieurs interprétations, il y a plusieurs grilles de lecture. Son bras il est trop décollé, que... même si ça touche la tête avant. Là pour le coup il n'y a pas de raison qu'il y ait autant le bras comme ça. Moi c'est pour ça que je siffle penalty, parce que sinon le ballon passe et c'est un centre, on ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Moi perso, j'ai tendance à partir pour le main, moi perso. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que la main, perso, je trouve que la main, elle est trop décollée. Elle se balade trop, en fait, la main. Donc, quelque part, tu t'exposes. Donc, c'est difficile. Mais après, ça divise. Donc, on n'est pas. Ce qui est fou, bon, on en est loin encore. Et c'est très bien parti pour l'Inter. Milan, on en est encore très loin. Mais ce qui est fou, c'est qu'on peut se retrouver peut-être avec ce fameux derby. Et avec 2 équipes qui ont énormément de mal en championnat, tu vois, c'est ça qui est fou, ouais. Enfin, on n'y est pas encore. Moi, Inter, pour moi, je les vois déjà en demi. Milan, c'est très loin encore, ça va être très chaud. Mais ça serait complètement dingue, quoi. C'est une autre compète, la Champions League, bien sûr. On ne cessera jamais de le rappeler. Bon, messieurs, écoutez, on va clôturer sur ça. On va juste regarder vite fait les cotes des matchs du soir, parce qu'il y a quand même des affiches intéressantes à se mettre sous la dent pour l'Europa League. On va se regarder ça. Bruce, je crois que c'est toi qui gères. C'est toi qui as la main ce soir. Bah là, voilà. Bravo. Voilà. Bravo. J'ai anticipé. Je le savais. Bravo, Poineau. Non, c'est Poineau, ça. Mais je vais devoir. Je vais devoir régler le problème. Regarde, tac, parce que je suis un magicien. Voilà. Tac, c'est bon, tu vas y arriver. On peut y aller. Voilà, le monstre. On peut y aller. Le meilleur joueur du monde. Alors, messieurs, vous avez donc ce Manchester United Séville FC qui aura lieu à 21h ce soir. Vous avez ce Feyenoord Rotterdam AS Roma, Juventus Sporting et bien sûr les Niçois qui sont toujours présents en Conference League, qui sont bien sûr la dernière chance française que vous allez pouvoir parier. Toutes ces cotes sont à retrouver, contre le FC Bâle, pardon, toutes ces cotes sont à retrouver sur le site winamax.fr. Scipion, c'est quoi le match que tu as choisi pour ce soir? À 18h45, Feyenoord Roma, et que la revanche de la dernière finale de Conference League, et une très belle équipe du Feyenoord avec son attaquant mexicain Jiménez. Attention, il pourrait remplacer Jonathan David Olos que la saison prochaine, donc il faut suivre ce buteur, ça peut être vraiment pas mal. Évidemment, on sera tous devant l'OGC Nice pour notre bel indice UEFA à 21h, et les vrais hipsters savent que l'Union Saint-Gilloise, Bayer Leverkusen avec Xabi Alonso, il y a un gros potentiel de match très sympa, donc on sera là, mais c'est vrai que ce genre de soirée, elle fait bien envie. Il est vraiment fort pour nous donner des raisons de regarder ce genre de rencontre. Quentin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je te vois froncer les sourcils là? Non, j'étais en train d'écouter tout simplement. Non, je pensais qu'il y avait un truc qui te faisait tiquer. Non, ok, très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, c'était parfait, c'était top, c'était complet. On se retrouve lundi pour hors-jeu. Grosse surprise dans hors-jeu lundi. J'en dis pas plus pour le moment, mais franchement, je vous conseille vraiment de réserver votre soirée. En tout cas, de réserver votre début de soirée, parce qu'il risque d'y avoir une émission explosive. Voilà, je le dis comme ça. Ça va être assez dingue, si en tout cas c'est confirmé. Merci beaucoup, Pipion. Merci à toi, Braque. Merci beaucoup, Kanto. Merci, Braque. Merci, Prux Pralex. Merci, les gars. On te laisse en stream, Prux? Ouais, je vais rester encore un peu en stream. Donc on dégage alors. Voilà, t'as compris, je savais pas le dire. Ciao, les gars. Ciao, merci. Ciao.